Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. L'appel du président Tebboune aux jeunes Algériens en situation irrégulière à l'étranger, les invitant à revenir pour participer à la reconstruction du pays, pourrait paraître de prime abord un geste de soutien patriotique. Revenir au pays, se réinsérer dans une Algérie en quête de renouveau, saisir l'opportunité de reconstruire ensemble. Le message est noble. Mais cette main tendue se heurte à une réalité bien plus complexe, une jeunesse déçue, déracinée par des années d'attente et d'incertitude, préfère aujourd'hui risquer sa vie en traversant la Méditerranée plutôt que de revenir dans un pays qu'elle perçoit comme incapable de répondre à ses aspirations. La réalité, c'est celle de milliers de jeunes Algériens bloqués en France, en Espagne ou ailleurs, qui vivent dans la précarité, pris entre la peur de l'expulsion et l'absence de solutions concrètes. L'Algérie, qui se veut solidaire de sa diaspora, semble déconnectée de ses préoccupations urgentes. L'initiative de Sefi Reïb pour mobiliser les consulats est certes un premier pas, mais tant que les tensions diplomatiques avec la France continuent de paralyser toute avancée concrète, ces jeunes continueront de se retrouver piégés dans l'entre-deux. La situation reste figée comme un piège diplomatique dans lequel la jeunesse algérienne, loin de son pays, se voit condamnée à l'inaction. L'appel de Tebboune, aussi sincère soit-il, ne répond en rien à la crise de confiance qui secoue cette génération. L'Espagne, par exemple, a récemment annoncé la régularisation de 500 000 sans-papiers, un geste perçu comme une promesse de stabilité, de renouveau et de nouvelles opportunités. Alors que l'Algérie, elle, peine à offrir de véritables perspectives professionnelles face à un chômage massif et une économie en stagnation. Ce décalage fait fuir les jeunes vers l'Europe, mais malgré l'incertitude, l'espoir d'un avenir meilleur reste plus tangible. Le problème, cependant, ne réside pas uniquement dans le manque d'opportunités économiques. Ces jeunes ne cherchent pas seulement à fuir, ils cherchent à s'épanouir, à trouver un espace où leurs rêves et leurs ambitions peuvent prendre forme. L'Algérie d'aujourd'hui ne semble pas offrir ce cadre, tant que le pays ne se dote pas de réformes profondes, que ce soit en matière d'emploi, d'entrepreneuriat ou de réinsertion professionnelle. Les jeunes continueront de voir leur avenir ailleurs. Mais au-delà de l'aspect économique, l'Algérie doit également affronter une réalité politique et sociale tout aussi accablante. Les libertés individuelles et les droits de l'homme restent constamment menacés. La jeunesse ne se contente plus de souffrir de l'absence d'opportunités économiques. Elle souffre aussi de l'absence d'un espace de liberté. Les voix dissidentes sont étouffées, les libertés d'expression limitées et les espoirs de réformes politiques écrasés sous le poids de la répression. Dans ce contexte, il est difficile de croire à un avenir meilleur, même en revenant au pays, lorsque les droits fondamentaux sont constamment bafoués. Le pouvoir en Algérie, s'il veut réellement récupérer sa jeunesse, devra aussi ouvrir l'espace politique, garantir les libertés individuelles et permettre un véritable débat démocratique. Sans ces réformes, ne sera rien de plus qu'un vœu pieux. Nous en débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Retour en Algérie, l'appel de Tebboune, un discours vide face à une jeunesse en exil. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Gamal Abina, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci Nazim, merci à vous deux. Avant de vous donner la parole pour le thème de ce soir, donc on va essayer de passer quelques titres de la presse algérienne. On va commencer avec le journal L'Expression. Sous la présidence du Premier ministre, les chefs de poste consulaires réunis à Alger, l'Algérie mobilise son réseau consulaire au service de sa diaspora. Donc, a titré le journal L'Expression. L'APS, le Premier ministre rappelle l'intérêt qu'accorde le président de la République à la communauté nationale à l'étranger. Ambassade d'Algérie en France, le site donc de l'ambassade d'Algérie en France, le Premier ministre appelle à mobiliser l'appareil consulaire pour en faire un levier de développement. TSA, tout sur l'Algérie, régularisation des sans-papiers, ruée sur les consulats d'Algérie en Espagne, après l'annonce du gouvernement espagnol de régulariser 500 000 étrangers illégaux. De nombreux sans-papiers algériens se sont dirigés vers les consulats d'Algérie dans ce pays. L'APS, un autre titre, le président de la République reçoit un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne. Donc, a titré l'APS. Et on finit avec ce titre de France 24, Nunez ira en Algérie, mais attend une amorce de réponse d'Alger. Paris, France, AFP, Laurent Nunez a affirmé mardi sur TF1 qu'il irait en Algérie, mais qu'il attendait qu'il y ait une amorce de réponse d'Alger aux demandes de Paris sur le retour dans leur pays, les ressortissants algériens en situation irrégulière en France, et sur le cas de Christophe Glaise, le journaliste donc français Christophe Glaise. Voilà, donc les titres de la presse algérienne, mais aussi ce titre de France 24 concernant donc la visite de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français. On va commencer à voir ce clip, cette petite vidéo de la foule donc, qu'il y a au consulat algérien à Alicante. Les Algériens donc sans papier là-bas. On va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à nos invités. ليسونسيال خاوتي اللي سكنوا بعيد وتابعين الاليكانت ما كان لا تروحوا دركا اصبروا تسكالما الدعوه وبعدا روحوا فرزوا اموراتكم باسكو اللي يروح درك قادر تشقى بوريا باسكو راكم تشوفوا في لابوليس وكلش وقال لي طفل صاحبي عيط لي قال لي راه مقافلينها خلاص دام داروا هذيك لافيل وبعد قال لي قفلوها وربي يسهل على كل واحد ان شاء الله. يا عمي تبون عندنا ثقة باللي انت انسان زعيم الله يخلينا لاجيري تاعنا. لا هذيك عمي تبون هذيك مساكين هذيك بولادهم راهم مجرجرين كاع رانا مجرجرين في الحق خرجونا اي باسبور مابغاوش يخرجوا يا عمي تبون هذه الحاجة عمي تبون ولادك هذيك راهم هذيك راهم يدمروا فيهم يحوزوا فيهم يا يقيسوا في قشهم. عمي تبون كون معانا هذا نداء عمي تبون والموتوا عليك عمي تبون موتوا عليك. شوف لنا اي حل بيروح عند وليداتنا انا واحد من الناس عندي. Voilà, donc des jeunes Algériens en situation irrégulière qui se sont rués donc au consulat d'Alger. C'est les images donc du consulat d'Alger à Alicante, mais pas que. On va regarder aussi ces images et ces déclarations, puisqu'on va parler aussi de cette rencontre ou cette conférence des chefs de poste consulaires, donc qui se sont réunis à Alger sous la présidence du Premier ministre Saïf Ghreib. On regarde ces déclarations. Elle entend renforcer le rôle des consulats, améliorer la qualité des services, accélérer la numérisation et soutenir la contribution de la diaspora au développement et au rayonnement de l'Algérie. Ce séminaire, c'est une opportunité qu'on valorise, qui nous donnera la possibilité d'étudier tous les voies et moyens d'améliorer l'action consulaire dans sa dimension service. Ça va nous permettre de s'appuyer sur les recommandations
de ce séminaire pour moderniser nos services et de permettre une meilleure expérience au sein de nos consulats à l'étranger. Et l'objectif vraiment c'est de mettre à niveau notre cadre juridique et de se coller effectivement à l'évolution sociétale de notre communauté à l'étranger, de répondre à ses besoins et ses attentes qui sont au demeurant légitimes. Voilà, donc quelques déclarations concernant cette conférence des chefs de poste consulaires qui se sont réunis à Alger. Le Premier ministre a rappelé donc l'intérêt qu'accorde le président de la République à la communauté nationale à l'étranger. Gamal Abina, je commence avec vous cette émission. Bien sûr, cette conférence des chefs de poste consulaires réunis à Alger. On a entendu les déclarations aussi du Premier ministre qui a déclaré que le président de la République accorde un intérêt à la communauté nationale à l'étranger. Comment peut-on lire donc cette conférence des chefs de poste consulaires réunis à Alger d'après vous? Simplement que ça va dans la logique même qui est inscrite depuis le début de l'arrivée de M. Tebboune aux commandes en Algérie. Il a toujours, il n'a pas fait semblant, adressé à la communauté algérienne établie à l'étranger. Il a toujours tendu les bras, il a dit « vous êtes Algériens comme les Algériens d'Algérie », qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Et il l'a prouvé par plusieurs actions très concrètes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. D'abord, la facilitation, effectivement, de pouvoir revenir en Algérie des billets d'avion qui sont largement moins chers que ça a été le cas à l'époque. Ensuite, et surtout, la possibilité d'ouverture de banques à l'étranger. On l'a vu, il y en a 3 en France déjà. Ensuite, la facilitation en termes de papier, la numérisation et tout un tas de dispositifs mis en place. Et on se rend compte dans le discours à chaque fois qu'il tend la main à la diaspora parce qu'il sait effectivement qu'on a un rôle décisif à jouer dans le développement du pays. Non pas qu'on soit meilleur que ceux qui sont à l'intérieur, ce ne serait pas le cas et c'est faux, mais on est complémentaires. On peut apporter des choses nouvelles, des idées nouvelles, une compétence peut-être différente, mais la possibilité de pouvoir combiner nos connaissances de l'étranger avec les connaissances des gens de l'intérieur et faire en sorte d'être des ponts naturels entre l'étranger et la communauté algérienne. On l'a vu dans les années 70 en Irak, par exemple, Saddam Hussein avait ouvert la porte à sa diaspora. Bilan des courses, au bout de 10 ans, on a eu un développement économique sans précédent en Irak, consécutif à cet appel qui avait été lancé vis-à-vis de sa population. Et la population algérienne établie à l'étranger, c'est estimé, ces estimations, entre 6 et 8 millions de personnes, ce qui correspond à peu près à 20% de la population. Ça veut dire qu'un cinquième des Algériens sont établis à l'étranger, majoritairement en France et en Europe, mais une partie au Canada, aux États-Unis, dans des postes à haute compétence, haute responsabilité, avec un pouvoir d'achat qui s'est largement élevé, puisque c'est des 2e, 3e, 4e générations qui sont installées, avec un ancrage dans les pays et puis des connaissances des codes de ces pays, qui sont évidemment un atout pour l'Algérie. Donc le président n'a jamais fait mystère. À chacun de ses déplacements, il en parle. Et on peut le mesurer dans les consulats, on peut le mesurer effectivement. Il y a une vraie volonté d'ouvrir les bras, à telle enseigne que même des appartements maintenant en Algérie sont ouverts à la diaspora. Donc c'est vrai que cette démarche est inscrite dans ce sens-là. La chaîne AL24 qui a été faite est une chaîne qui s'adresse essentiellement à cette fameuse diaspora, une chaîne internationale dans laquelle j'officie. Donc il y a des réalités en Algérie, c'est de dire que la volonté, cette fois-ci présidentielle, est réellement palpable, que les bras sont ouverts, contrairement aux mandatures précédentes où vraiment on était considérés comme des seconds couteaux, où on était limité dans le déplacement, où on n'était pas du tout valorisé. Là, aujourd'hui, il y a une vraie valorisation à telle enseigne qu'il y a beaucoup d'Algériens aujourd'hui, j'ai pu l'observer moi-même à Alger, qui reviennent investir là-bas parce qu'ils y trouvent d'abord un terrain favorable et puis surtout parce que pour certains d'entre eux, ils sont inquiets de la situation politique en France et de la montée des extrêmes droites. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une autre réalité, Gamal Abina, puisqu'il y a quelques jours, on en a parlé de l'appel du chef de l'État, Ahmed Tebboune, aux jeunes Algériens en situation irrégulière donc à l'étranger, surtout en France, mais aussi en Espagne et d'autres pays européens. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une forme de pression sur l'Algérie, puisque Ahmed Tebboune donc a fait un appel aux jeunes Algériens en situation irrégulière, mais aussi cette conférence ne vient pas dans ce contexte, Gamal Abina. Non, je ne pense pas. Cet appel qui est lancé est un appel qui, quelque part, est quand même de bon père de famille. Il dit aux Algériens qui sont partis, qui ont été voir l'Eldorado, le mirage, le miracle économique qui n'existe plus en Europe, il leur dit ne restez pas là-bas dans des conditions infamantes, revenez chez vous, construisez votre nation. Et c'est un appel qui me paraît pas étranger, c'est très, très africain finalement. Beaucoup d'Africains, au-delà de l'Algérie, ont cette tendance fâcheuse à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et s'en vont à l'étranger pour ces raisons-là. Je pense que ce n'est pas du tout consécutif aux pressions françaises, par exemple, qui n'ont rien donné au bout de 2 ans. Donc, on voit bien que ce n'est pas le sujet. Non, il rappelle qu'effectivement, il y a des gens qui partent, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice,
services, que c'est un pays, il faut le rappeler, qui est en pleine croissance économique, hein, on a toujours tendance à l'oublier, et que si toute sa jeunesse, toutes ces forces vives combinent leur talent pour obtenir une croissance indépendamment, je le précise, j'aime bien le rappeler, parce qu'il faut quand même rappeler la valeur travail, indépendamment de ce que fait le gouvernement. Il faut être capable quand même de travailler, de se prendre en main. Eh bien, si c'est fait, c'est bon. Et je pense que réellement, dans cette démarche-là, ce bras tendu, c'est pas parce qu'il y a des pressions, c'est simplement parce qu'effectivement, beaucoup se sont trompés. Et je vais vous donner un exemple pour conclure mon propos. Vous savez, en France, on a aussi des haragas, on ne les appelle pas comme ça, évidemment, qui ne partiront pas à l'étranger, puisque de toute façon, l'étranger le connaissent, c'est l'Occident, et qui finalement finissent par devenir SDF, mal logés, qui vivent dans des conditions infamantes aussi, qui ne peuvent pas partir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas mieux ailleurs. Et ces étrangers-là, français en l'occurrence, eh bien, il y en a 2 millions qui ont pris la poudre escampette et qui sont installés en Angleterre, 200 000 aux États-Unis, un peu partout dans le monde, parce qu'ils ne trouvent pas leur bonheur dans le pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Quand on rêve d'un bonheur meilleur ailleurs, on peut l'imaginer, on peut le concevoir. Alors parfois c'est favorable, souvent ça ne l'est pas. Mais la réalité économique du monde, c'est qu'il y a des pays qui vont bien, d'autres moins bien, et que certains s'imaginent encore que ces pays qui vont moins bien, comme la France, sont des terres d'accueil. Ils se trompent et le président leur rappelle. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Avant de donner la parole à Nazim Taleb, on va écouter le ministre de la Communication, Zohir Bouamama, dans ses déclarations. مجلس الوزراء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات هي مبادرة تؤكد أن الدولة حريصة على كل أبنائها حيثما وجدوا في الداخل كما في الخارج وأنها تحمي وأنها تجمع وأنها تمد يدها لأبنائها المغرر بهم وتتيح لهم كل سبل العودة إلى حضن الوطن الذي لا يضاهيه إلا حضن الأم. Voilà, donc le ministre de la Communication, Zohir Bouamama, dans ses déclarations, mais aussi les médias algériens ont aussi fait des plateaux, organisé aussi des émissions concernant ce thème. هذا التفاعل هو الذي أوصى به السيد الرئيس وقال عليكم بالاتصال بالقنصليات لكي يعني تأخذون كل المعلومات الوافية بما فيها الشروط يعني حتى الدولة الجزائرية يعني كانت واضحة في بين أنها لن تقبل أولئك الذين يعني ارتكبوا جرائم أو يعني باستثناءات. إذن فأوشئوا الآن الشباب هذا الذي الآن بدأ يتهافت على القنصليات في الدول الأوروبية هو الآن في الرغبة العودة إلى أرض الوطن تلبية لدعوة السيد الرئيس. A few moments later. هو واش يدير باسبور من مور القانون واش يدير به هو راه قاعد لهنايا راه حايب يسوي الوضعيه تاعو كيفاش انت تصعبها له بلا الباسبور على تما هو صاب البروفات صاب منا العفايس اللي جاوه من عند الكور كاع صابهم وتاو عندنا حصل في الباسبور تاعو باش يعاودوا نداء للسلطات الجزائريه ان شاء الله يتعاونوا مع الجزائريين ويديروا لهم تسهيلات في الوقت تاع جواز السفر. Voilà, Nazim Taleb, je vous donne la parole. Donc, on a entendu l'analyse de Gamal Abina. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Quand on entend l'analyse de Gamal Abina, tout est bon en Algérie. C'est magnifique. L'Algérie est devenue une terre d'immigration. Les gens affluent par centaines de milliers. Et tout va bien dans les meilleurs du monde. Et malheureusement, la réalité est tout autre et prouve tout à fait le contraire de ce que M. Abina avance. Premièrement, cette mesure ne concerne pas première, deuxième, troisième génération comme il le prétend. Elle concerne les gens qui sont en situation irrégulière. Donc ce n'est pas ceux qui ont réussi ou des cadres supérieurs. C'est une mesure qui est destinée vraiment à des Algériens en situation irrégulière en Europe principalement. Deuxièmement, qu'est-ce que cette mesure dit? Finalement, retourner en Algérie. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire, c'est pas comme si on disait, voilà, il y a des logements qui nous attendent, des possibilités de travailler, l'économie, c'est un boom économique et on a énormément de gens qui ne trouvent pas c'est-à-dire les employeurs qui ne trouvent pas d'employés. Donc il y a des perspectives d'emploi qui sont certaines.
il y a un cadre de vie agréable, il y a un système, un environnement, je dirais, d'une qualité de vie qui est supérieure. Pas du tout. Au fait, on leur demande de revenir dans un pays qu'ils ont fui, pour certains, au prix du sang, puisque beaucoup, des milliers, depuis des années, sont morts en pleine mer. Et donc, c'est des gens qui ont payé 60, 80 millions pour atteindre l'autre rive, et on leur dit de revenir chez eux. Et donc, dans l'intervention, dans l'un des plateaux télévision, il a dit « Et donc, si c'était vraiment le cas, on n'aurait pas vu les gens au consulat à Alicante suite à la régularisation des sans-papiers en Espagne, mais on aurait vu les Algériens s'agglutiner devant les consulats partout en Europe, parce qu'ils sont tellement heureux et contents de revenir dans le pays qu'ils ont fui. Donc, et il y a pour certains, alors, monsieur parle d'SDF, ben oui, il y en a des SDF en Europe. Mais il y a des gens à qui qu'on a interviewé, ils disent « je préfère être SDF que revenir en Algérie ». Parce qu'en France, malgré les difficultés, ou en Espagne, ou en Italie, il y a un espoir que les choses s'améliorent. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez une démographie déclinante en Europe, et c'est pour ça qu'il y a des régularisations, c'est parce qu'en Europe, on ne fait pas assez d'enfants. En Allemagne, ils ont besoin d'environ de 2 millions d'employés. En Italie, elle a régularisé pas moins de 1,8 million de sans-papiers. En Espagne, ils ont commencé par 700 000. Et en France, ça va aussi arriver, malgré, bien sûr, tout le discours politicien et xénophobe et islamophobe. Mais la France, elle a besoin aussi de main-d'œuvre. On ne trouve pas assez de main-d'œuvre dans le bâtiment, dans la restauration, dans les sociétés de nettoyage, de sécurité. Ça, c'est juste pour parler, je dirais, des métiers à très faible qualification. Donc, il y a un espoir. En Algérie, il n'y a pas d'espoir, malheureusement. Le seul espoir qui a existé, rappelez-vous, Nasser, où l'immigration a stoppé, c'était pendant le Hirak, de l'aveu même du régime. Zawariq, c'est-à-dire les bateaux de fortune, avaient stoppé net pendant le Hirak. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu l'espoir qui est né chez les Algériens que les choses vont changer. Mais en Algérie, il n'y a pas cet espoir. Tout simplement parce qu'on est toujours gouverné par un régime militaire, un régime médiocre, un régime incompétent, et surtout que de l'aveu même de ces chiffres à lui, il parle de 2,1 millions de bénéficiaires de l'allocation chômage. C'est-à-dire 15 000 dinars ou 18 000 dinars. 18 000 dinars. Ils ont rehaussé le taux à 18 000 dinars. En Europe, 18 000 dinars, ça fait à peu près, je ne sais pas, 90 euros, 60 euros. Même s'il travaille au black, il l'a fait en une demi-journée ou 3/4 journée. Allez, en une journée. Dans le bâtiment, dans la restauration, il y a toujours un travail au black. Donc, il ne va pas quand même échanger ce qu'il a en France, malgré les difficultés, bien évidemment. Ça, je ne dis pas le contraire. Aussi bien en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais pour revenir à l'enfer qui est l'Algérie. Parce que quand bien même en Europe, c'est pas facile, mais il y a quand même une qualité de vie. Vous avez une certaine normalité dans la vie quotidienne des gens. Vous n'avez pas, comme en Algérie, des coupures d'eau, des barrages partout, une administration complètement noyautée, corrompue, incompétente. Vous n'avez pas, comme vous l'avez très bien dit, cette peur au ventre d'émettre une critique et de vous retrouver en prison. Il n'y a encore pas ça en France ou en Europe plus généralement. Donc encore une fois, la réalité est tout à fait le contraire de ce que monsieur avance. Et surtout, qu'il nous donne des chiffres des gens qui, soi-disant, s'installent en Algérie. Les gens qui s'installent en Algérie se comptent sur le bout des doigts. D'ailleurs, même la diaspora algérienne, quand ils ont voulu fuir la France, ils ne sont pas allés en Algérie. La plupart, ils sont soit partis en Angleterre, soit partis à Dubaï, soit d'autres pays comme le Canada. Ils ne sont pas revenus en Algérie. Ils sont rares ceux qui reviennent en Algérie, et non pas pour investir. C'est généralement des gens qui ont fait une carrière
en Europe, qui ont une certaine assise financière qui leur permet de bien vivre, je dirais, en Algérie, et de se permettre, même s'il y a une cherté de la vie. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a toujours une immigration négative en Algérie. Elle n'a jamais été positive. C'est-à-dire les gens qui partent est plus important que les gens qui viennent. Ça, c'est une réalité incontestable, chiffrée. Très bien, restez avec nous. Nazim Taleb, Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, la question, vous avez parlé de réalité, mais il y a aussi d'autres Algériens qui voient une autre réalité que la vôtre. Bien sûr, on a entendu donc l'analyse de Nazim Taleb. Quand on lit des titres par exemple, qui ont été véhiculés par l'ambassade d'Algérie en France, le Premier ministre appelle à mobiliser l'appareil consulaire pour en faire un levier de développement. La question se pose, bien sûr, pourquoi maintenant? Pourquoi toutes ces années dans un contexte aussi diplomatique et très difficile avec la France, alors qu'on sait très bien qu'on est en train de parler d'une jeunesse qui fait tout pour partir de l'Algérie, en forme pour déformer. On parle de milliers de médecins qui sont installés en France, des ingénieurs qui partent, mais aussi des jeunes haragas qui risquent leur vie donc pour arriver en Espagne ou en France ou d'autres pays. Et on a vu ces images, Gamal Abina, des consulats donc, à Alicante par exemple, des centaines d'Algériens qui commencent à faire donc, la queue à 1h du matin pour avoir donc un passeport ou un laissez-passer ou un truc consulaire pour régulariser leur situation en Espagne. C'est ça la réalité aussi, Gamal Abina. Donc je note que M. Taleb a peut-être un nom de professeur, mais qu'il n'est pas mon professeur. On va donner quelques éléments de réponse par rapport à ce que j'ai entendu. Commençons par le premier élément. Je ne confonds pas la diaspora avec ceux qui sont illégaux et qui arrivent au haraga. C'est pas ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de méthode un peu maladroite de faire croire que je suis un peu bête et que je crois pas tout. Je peux vous donner des leçons si vous voulez. Donc c'est bien un message adressé à ceux qui sont partis des haragas et j'ai fait référence après à ceux qui sont aussi à la diaspora. Donc quand on mélange tout et qu'on ne comprend pas ce que je dis, on réécoute, rewind pour savoir à qui on parle. Donc effectivement, ce message s'adresse à ceux qui sont partis et qui n'ont pas trouvé le bonheur. Je le dis de façon très claire tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas cette façon de sourire et de croire qu'on est plus malin que moi. Donc j'étais très clair et si vous n'avez pas compris, c'est peut-être que l'oreille n'était pas au rendez-vous. Ensuite, j'ai fait référence au retour d'Algériens. Alors il se trouve que moi je vais en Algérie. Peut-être que vous n'y allez pas. Et que j'ai vu des installations. Je prends un seul exemple, pas 10. J'ai la dalle des Algériens qui ont monté un groupe en Europe, qui cartonnent et ils sont installés en Algérie. Vous ne le saviez pas, je vous invite à aller à Sidi Yahya où on trouve un magasin J'ai la dalle et ils sont en train de développer ça en Algérie. Il y a des chanteurs, des artistes, des sportifs, mais ça, je mets ça de côté. Après, moi, je parle de lambda parce que j'ai la chance, quand je vais à Alger, un peu partout, à Gigel, dans différentes régions et Oran, de parler aux gens. Je vais directement à leur contact parce qu'ils m'entendent, ils me reconnaissent. L'intérêt, c'est qu'ils me reconnaissent physiquement, donc ils viennent spontanément vers moi parce qu'ils sont souvent francophones de France. Et ils me disent, nous sommes partis à cause du climat d'incertitude et du climat de tension, du climat nauséabonde de l'extrême droite qui nous attaque tout le temps. Ceux-là, ils ont un intérêt à partir. C'est comme ça, il y en a beaucoup qui se réinstallent et j'en connais beaucoup. Je n'ai pas, par contre, contrairement à vous qui n'avez aucun chiffre, je n'ai pas de statistiques. Mais vous n'en avez pas non plus. Donc vos arguments tombent à l'eau. Par contre, j'ai des chiffres réels sur la macroéconomie. Une moyenne, alors je donne les chiffres directs, comme ça on parle de choses sérieuses. En 2021, chiffre Banque mondiale FMI, donc pas de pipeau comme quoi c'est l'Algérie. 2021, 3,8%. 2022, 3,6%. 2023, 4,1%. 2024, 3,7%. Et 2025, on a dépassé les 4%. C'est une moyenne qui dépasse de loin les chiffres européens. Alors c'est normal parce qu'on a un pays en construction, mais c'est une moyenne supérieure à tous les pays de MENA. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, on parle du régime de chômage qui n'existe pas en Afrique sauf en Algérie. C'est ce qu'on appelle un amortisseur social. Et on compare, de façon maladroite, 18 000 dinars à 90 €. Mais quelle comparaison possible? C'est pas le même niveau de vie, c'est pas les mêmes standards, c'est pas la même chose. Il faut être un peu sérieux. C'est le seul pays africain qui le fasse, c'est déjà bien. Et c'est une façon d'empêcher effectivement de tomber dans la misère. Donc il n'y a plus de misère pour ça. Ensuite, je vous plaindrais si vous étiez SDF en Europe. Je crois que SDF en Europe, c'est quand même l'enfer parce qu'on meurt en hiver, ce qui, il me semble, en Algérie n'est pas le cas. Et de dire que ces gens-là ont de meilleures conditions en Europe qu'en Algérie, c'est totalement faux. Et ça se voit que vous ne les connaissez pas. Peut-être que vous êtes argentés, vous, mais il ne faut pas commencer à dire que les Algériens qui arrivent en Europe et en France en particulier,
qui sont pourchassés par la police, parce que maintenant il y a quasiment une police, ça ressemble presque à l'ICE aux États-Unis, qui contrôle en permanence les étrangers et les Algériens et qui les met dans des mandats de dépôt pour les reconduire à la frontière. Ça, c'est des réalités. Alors l'Allemagne est une puissance industrielle, évidemment, qu'ils ont régularisé. Ils avaient besoin d'emplois, ils ont pris 2 millions de Syriens. L'Italie, puissance industrielle, évidemment, qui régularise. Mais la France, contrairement à ce que vous dites, est une puissance qui se désindustrialise. Donc, il y a effectivement une augmentation du vieillissement de la population, mais il n'y a pas d'augmentation du travail, c'est pas vrai. Et les métiers dont vous parlez sont les métiers esclaves qu'on appelle les métiers. Alors j'utilise le bon terme parce que vous ne l'avez pas utilisé. Les métiers sous tension. Donc des métiers dans lesquels il n'y a pas assez de travailleurs parce qu'une personne n'en veut. On parle du bâtiment, on parle évidemment du service aux entreprises, particulièrement la restauration, où il n'y a pas assez de travailleurs. On l'a aussi dans les métiers hospitaliers. Et là, on appelle ça sous tension parce que précisément, ils n'ont pas suffisamment de personnes à recruter parce que les Français n'ont pas envie de les prendre, ces métiers sont durs, et parce que les étrangers sont moins en moins intéressés. Et ces métiers-là, traditionnellement, on ne trouve pas de travailleurs. Donc de là à dire que la France va soi-disant régulariser, ce que je ne crois pas du tout, on n'est pas sous Mitterrand, des étrangers pour combler ces métiers sous tension, c'est totalement faux. Et ensuite, concernant la question effectivement migratoire, donc vous ne connaissez pas les soldes migratoires parce qu'on n'a pas les chiffres officiels. Mais une chose est certaine, de là à dire qu'un pays qui a une croissance à 4%, il faut du temps pour avoir des résultats. Il faut du temps pour que les réformes portent leurs fruits. Il faut du temps pour que l'économie se réactive et commence à redémarrer. Il faut du temps pour que la population change de logiciel en disant « je vais y aller, je vais travailler ». Ça prend du temps. On n'est pas dans l'ère Bouteflika à l'époque où ils distribuaient l'enseigne à chaque fois et puis les gens achetaient des voitures sans produire de richesse. Là, il y a une volonté de production de richesse et j'ai pu constater... Je finis. J'ai pu constater qu'en Algérie, ce qu'on appelle la diversification est amorcée parce que dans les centres commerciaux, les produits vendus sont algériens pour 95%. Je donne bien le chiffre. 95%, j'ai fait la statistique sur place. Donc, il faut vraiment être très mesuré dans ce qu'on dit et arrêter de prendre un ton goguenard pour croire qu'on a mieux compris les choses que moi. Vous n'y allez pas en Algérie, je vais un peu plus que vous. Donc, la question aussi, Gamal Abina, si Nazim Taleb ne va pas en Algérie, c'est pas par sa volonté, malheureusement. C'est que, malheureusement, il risque la prison. Et c'est ça la question. Pourquoi il ne va pas en Algérie? Pourquoi on ne le laisse pas rentrer chez lui? Il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, il a fait ses études en Algérie avant d'arriver en France. Nazim Taleb, je vous laisse la parole. Bon, après, moi, je ne comprends pas l'agressivité de votre invité. C'est Monsieur Gabina qui a parlé des gens qui s'installaient. Pardon, Gamal Abina, excusez-moi. Désolé, toutes mes excuses. Donc, Monsieur Abina, c'est lui qui a quand même dit qu'il y avait des gens qui s'installent en Algérie. Donc, c'est à lui d'apporter des chiffres. Donc, c'est pas à moi. Effectivement, il n'y a pas des chiffres officiels. Mais je dirais, il faut quand même pas être un tant soit peu observateur pour savoir que les gens ne se bousculent pas au portillon de l'Algérie. Donc, on sait très bien que l'immigration, elle est plutôt de l'Algérie vers l'Europe. Donc, Monsieur Abina, il y a quand même une certaine logique, je dirais, du bon paysan. Donc, il faut pas nous faire croire que l'Algérie, aujourd'hui, c'est devenu un Eldorado et les gens se bousculent pour y rentrer, y travailler. Donc, même en absence de chiffres officiels, il ne faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles, parce qu'on sait très bien que l'immigration en Algérie, malheureusement, et cela depuis plusieurs années, a toujours été négative. Bon, donc cela étant dit. Secondo, on parle de croissance de l'économie algérienne, de 3%, 4%, c'est très bien. On ne dit pas que l'Algérie, sur certaines choses, sur certains aspects, n'a pas progressé. Effectivement, elle a progressé sur la production industrielle, sur la production de services, sur la production agricole. Ça, c'est une évidence. Ça, personne ne peut le nier. Et je m'en réjouis qu'il y a des produits algériens, locaux, etc. Mais il ne faut pas non plus en conclure que cela va se traduire par une création massive d'emplois en Algérie bien rémunérés. Ce n'est pas le cas. Parce que si, comme M. Abina le dit, c'est-à-dire une croissance aussi importante, une allocation chômage unique en Afrique, alors M. Abina, pourquoi les gens ne se bousculent pas dès maintenant dans les consulats algériens? Non pas
pour régulariser leur situation en Espagne, mais pour rentrer en Algérie. Et vous, le premier d'ailleurs, puisque moi, je ne peux pas rentrer, c'est vrai, mais vous pouvez rentrer. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas s'installer en Algérie? Donc, on est à l'étranger et on fait les louanges de ce régime. Encore une fois, il y a des aspects positifs, ça, il ne faut pas le nier, et ça, c'est une évidence. Mais d'une manière globale, l'Algérie, ça reste un pays que les gens fuient. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres même de l'ONU qui parlent de l'Algérie comme un pays transit de l'immigration africaine vers les pays européens. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accords aussi bien avec l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Maroc pour limiter cette immigration. Les Africains, par exemple, ne viennent pas s'installer en Algérie. Le nombre d'immigrés en Algérie, d'après quelques chiffres, il y a entre 250 000 et 400 000. Admettons 400 000. Sur les 400 000, vous avez 175 000 réfugiés sahraouis à Tindouf. Le reste, c'est des travailleurs chinois, c'est des travailleurs français, et c'est tout. 400 000 sur d'autres pays qui ont un essor, soi-disant, un essor aussi important comme le prétend M. Abina, 400 000, c'est rien sur 40 millions. Ça fait 1%. Vous avez des sociétés où l'immigration, elle est de 10, 20, 30%. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail pour tout le monde et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Encore une fois, quand je parle de l'SDF, je ne dis pas que c'est une situation idéale, mais il y a une possibilité de s'en sortir. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a des gens, moi que je connais personnellement, qui ont galéré pendant 8 ans, 10 ans. Pendant la première année, il y a certains qui ont couché dans un truc de téléphone. À l'époque, c'était des cabines téléphoniques. Il y a des gens qui ont couché sous les ponts. J'en ai connu même quand j'étais étudiant à Toulouse et j'en connais personnellement. Mais il y a eu toujours cet espoir de régulariser. Et pour la plupart, ils ont régularisé. Et pour la plupart, ils ont une famille, une maison, etc. Et l'idée de revenir en Algérie ne leur revient même pas à la tête. La seule chose qu'ils peuvent envisager pour l'Algérie, c'est de construire à la limite une résidence secondaire s'ils ont un petit peu les moyens. Mais personne ne vous dira « je vais rentrer en Algérie ». Ça, on n'a pas besoin de chiffres officiels, M. Abina, il faut juste être honnête intellectuellement. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. D'abord, on va écouter les déclarations de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, concernant donc la situation avec l'Algérie. On l'écoute. Les relations sont toujours difficiles. Vous savez, je devais me rendre en Algérie, mais on avait fixé un certain nombre de conditions préalables, qui étaient la reprise de la délivrance de ces laissez-passer, notamment pour les ressortissants algériens en situation irrégulière. Voilà, les discussions se poursuivent. Elles ne vont pas assez vite à mon goût et au goût de beaucoup de personnes. Mais voilà, elles se poursuivent. Et évidemment, on espère toutes et tous la libération de Christophe Glaise, évidemment. Voilà, les déclarations du ministre de l'Intérieur. Gamal Abina, est-ce que vous pensez, je vous ai posé la question, mais je vais la reposer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est sous la pression concernant donc les OQTF, donc ces fameux OQTF, mais aussi la situation avec le journaliste Christophe Glaise? Et on est en train de voir, bien sûr, ces derniers jours, l'appel de Ahmadi Tebboune, on en a parlé, concernant les jeunes Algériens en situation irrégulière, mais aussi cette conférence des chefs de poste consulaire donc, qui s'est organisée à Alger. Est-ce que vous pensez qu'il y a une pression sur l'Algérie sur la question migratoire? Je vous réponds immédiatement non, et je vais quand même compléter une petite réponse. La France est devenue une terre de transit aussi. Les gens vont à Calais pour aller en Angleterre parce qu'il n'y a pas de bonheur en France, parce qu'on communique, parce qu'il y a Internet, parce qu'on sait qu'il y a un problème par rapport à l'extrême droite et à l'obsession anti-immigrés, puis surtout parce qu'on sait qu'il n'y a pas de croissance économique. C'est un pays qui n'offre plus de conditions de travail minimum pour quelqu'un qui débarque dans des conditions difficiles. Donc oui, c'est simplement une réalité. Ensuite, deuxième remarque, je suis en train de m'installer en Algérie et je vais monter une société d'exportation en Algérie. Donc c'est très mal tombé la remarque, dommage. Je suis en train d'acheter un bien en Algérie, je suis Tigel et j'achète à Oran. C'est dire à quel point je fais le travail. Mais au-delà de ça, pour revenir à votre réponse, non, il n'y a pas de pression possible exercée sur l'Algérie. Pendant 2 ans, l'extrême droite et la droite dure française, dont Rotaillot, qui est d'extrême droite, ont tenté les pressions. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quand même des rapports de force qui sont réels. Comment un pays souverain peut être sous pression d'une ex-puissance coloniale? Ça ne marche pas. L'ex-puissance coloniale
à des gens très arrogants. Je ne parle pas de l'État, parce que Macron n'est pas dans cette logique-là, malgré tout, même s'il laisse faire. Mais il y a des réalités de pouvoir, des réalités de rapport de force, des réalités de domination économique. Je veux dire domination en termes de dépendance. L'Algérie était très les déclarations qu'on a entendues, Gamal Abina, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Les déclarations qu'on a entendues, ce n'est pas l'extrême droite. On parle du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, qui dit textuellement, il a affirmé donc sur TF1 qu'il irait en Algérie, mais qu'il attendait qu'il y ait une amorce de réponse d'Alger aux demandes de Paris sur le retour dans leur pays des ressortissants algériens en situation irrégulière en France et sur le cas du journaliste donc, Christophe Glaise. Justement, j'entends bien. Bon, l'Algérie, elle peut très bien couper le gaz, le pétrole, elle n'a pas besoin des biens d'équipement français, elle a l'Italie, l'Allemagne, tout un tas de pays. Donc en termes de besoins, on achète n'importe où. Donc c'est une réalité. Il y a peu d'investissements français en Algérie aujourd'hui, 400 entreprises. Monsieur Nunez, il fait quoi? Il fait un travail qui est exactement l'opposé de son prédécesseur, qui était un incendiaire, qui était quelqu'un de pas très sérieux, qui disait on va les faire plier, on va quasiment faire pression, on va les menacer, on va les attaquer. Il était dans un vocabulaire guerrier qui n'a évidemment pas fonctionné. Et il a été. Là, vous parlez de Bruno Retailleau. Et Retailleau, je parle de son prédécesseur Retailleau. Là, Nunez n'a pas ce vocabulaire. D'abord, il n'est pas de droite, ça commence par ça. Et surtout, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il sait qu'il a des besoins en termes sécuritaires. Les liens sécuritaires sont rétablis. Il sait qu'il a des besoins en termes de respect mutuel. Et on l'a vu avec Royal. Royal demande poliment, on obtient les résultats. Donc, ça veut dire que quand on n'est pas grossier et arrogant, on obtient les résultats. Il sait aussi, surtout, que Glaise est devenu un symbole. Bon, ils avaient fait le coup avec Sansa, l'extrémiste. Maintenant, ils prennent Glaise. Effectivement, je pense que M. Glaise finira par être relâché parce que je n'imagine pas que ça dure. Mais c'est une façon de dire, voilà, il y a un rapport de force qui s'installe, mais mou. En vérité, il n'est pas dur parce qu'il est en train de discuter. Et surtout, la question des reconduites à la frontière concerne toute l'Afrique, pas seulement l'Algérie. Je veux dire, le taux de récupération, c'est 5%, c'est la moyenne africaine dans laquelle l'Algérie s'inscrit. Mais on a l'impression que c'est devenu l'alpha et l'oméga parce que malheureusement, l'extrême droite, surtout les chaînes d'extrême droite comme CNews, ne parlent que de ça. Alors, je tiens à rappeler une chose importante. OQTF, obligation de quitter le territoire, ce n'est pas d'être délinquant. Ce ne sont pas des gens qu'on doit considérer comme étant des gens qui ont fait du mal. C'est juste des gens qui n'ont plus le droit, qui n'ont pas été reconduits dans leur droit de rester sur le territoire, soit pour un titre de séjour qui est plus valable, soit pour un titre de résidence qui arrive à expiration. Donc, ce n'est pas les délinquants. C'est les gens qui, la France considère ne doit plus rester. Ça arrive même à des ambassadeurs, enfin les ambassadeurs, des consuls. Donc, il faut faire très attention à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rapport de communication plutôt, est en train de se normaliser. Je pense que M. Nunez obtiendra ce qu'il demande parce qu'il le fait de façon correcte. Je pense qu'Alger sera prêt à écouter ce qu'il a à dire parce qu'il y a eu une ambassadrice qui est arrivée, entre guillemets, de l'association France-Algérie qui a fait le travail. Et je pense que des États qui se respectent doivent se parler de façon courtoise et non pas de façon violente. Aujourd'hui, on a une fenêtre de tir qui est réouverte. Il y aura des résultats, je l'espère. J'ai une amie, Sabrina Sabahi, qui fait aussi le go-between entre Alger et Paris. Et il y a beaucoup de représentants algériens, d'origine algérienne, à l'Assemblée ou au Sénat qui font le travail. Donc j'attends vraiment des résultats positifs, mais pas dans un rapport de force et de défiance comme ce qu'on a observé pendant trop longtemps avec son prédécesseur, monsieur, vous connaissez son nom, je ne vais même pas le répéter. Très bien. Nazim Taleb. Moi, j'espère avoir tort, sincèrement, j'espère vraiment avoir tort, mais moi, cet appel aux Algériens qui sont en situation irrégulière est vraiment un gros point d'interrogation. Pour moi, et connaissant ce régime mafieux, criminel, et qui n'a jamais, d'ailleurs même les services étrangers ne l'ont jamais nié, il a toujours été au service des services étrangers, notamment français, et ça par l'aveu même du directeur des renseignements étrangers, qui flique les Algériens, y compris à l'étranger. Donc moi, cette opération, pour moi, j'ai peur, en tout cas j'espère vraiment me tromper, pour moi j'ai l'impression on va faire le travail pour les pays européens de recenser les sans-papiers et en faire une monnaie d'échange en contrepartie d'autres services. Voilà, on vous donne la liste des Algériens qui sont sans papier. Comme ça, vous pouvez les identifier. Vous avez leur adresse, vous avez un numéro de téléphone, vous avez leur identité et l'état civil. Et en contrepartie, donnez-nous autre chose. Et malheureusement, c'est ça. Parce que je ne crois absolument pas que le régime algérien croit que les Algériens qui ont fui, encore une fois, l'Algérie au prix du sang et au prix de leur fortune, parce qu'il y a certains qui ont vendu leur or, leur bien le plus cher pour traverser la Méditerranée,
reviendront juste parce que M. Tebboune a décidé de les appeler et de leur dire marhaba bikoum fi bladkoum. J'y crois absolument pas, mais en tout cas, j'espère vraiment me tromper. C'est quoi cette autre chose, très rapidement, Nazim Taleb, en contrepartie? Qu'est-ce que ça peut être des pressions sur... des opposants. Voilà, livrez-nous des opposants algériens, comme il l'a fait avec Mohamed Abdallah en Espagne. Ils l'ont livré sur un plateau d'argent, le gouvernement espagnol, malheureusement, en dépit du fait qu'ils savaient très bien que l'Algérie ne respectait pas les droits de l'homme, ne respectait pas le droit à la liberté de parole, et ils savaient qu'il allait être torturé. Ils l'ont livré quand même en contrepartie d'avantages économiques. Rappelez-vous que les contrats, juste après, ça est reparti après un froid qui a duré à peu près 2 ans, suite à la reconnaissance de l'Espagne de la marocanité. Et encore une fois, c'est pas pour le plaisir de porter la contradiction à M. Abina, mais quand vous parlez de souveraineté, regardez l'Algérie, quelle souveraineté elle a eue quand elle a reconnu le plan pour Gaza. Elle qui disait que regardez, donc quelle souveraineté. Déjà l'Europe, avec leur puissance économique, on voit comment ils sont maltraités par les États-Unis. Alors faire croire que l'Algérie, avec ses 40 ou 50 milliards d'exportations, un pays qui est très faible, je dirais, sur la scène internationale, faire croire qu'ils ne subissent pas de pression. Regardez même la déclaration du ministre quand il est parti aux États-Unis. Il leur a dit « The limit is the sky », c'est-à-dire faites ce que vous voulez, mais laissez-nous au pouvoir. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que moi, je m'attendais à celle-là, et c'est un grand classique. L'Algérie a eu la bonté et l'intelligence. C'est un grand classique parce que c'est tout simplement c'est un classique. Gamal Abina, on va laisser 10 secondes. On va laisser 10 secondes, Gamal Abina. Quand on ne connaît pas les rapports internationaux, surtout la diplomatie, on se dit que l'Algérie a lâché. Non, elle n'a pas lâché. Elle arrête le bain de sang. On compte sur vous pour ne les apprendre. Elle arrête du droit international. Mais j'ai plus de compétences là-dessus. Elle arrête le bain de sang. Oui, ça se voit. On va laisser terminer. Je vais revenir vers vous, Nazim. C'était dur de prendre une leçon, c'est pas grave. Donc elle arrête le bain de sang, elle a eu raison. Ensuite, de là à dire que les rapports de force sont ce qu'ils sont effectivement dans le monde, comparer l'Algérie et l'Europe, ça n'a aucun sens parce qu'il y a une question aussi d'alliance que vous oubliez et que vous économisez bien. Mais de dire qu'il voudrait, alors c'est ça qui est incroyable, M. Tebboune va lancer un appel, parce que je pense qu'il est sincère, j'espère bien qu'il est sincère, aux Algériens de l'étranger pour leur dire revenez, ceux qui sont partis, les haragas, donc je répète, les brûleurs, leur demande de revenir, il n'est pas obligé de le faire. Et vous dites quoi? Moyennant la possibilité de les ficher, de les balancer aux autorités françaises alors qu'ils ne reprennent pas les OQTF, ça n'a aucun sens. Vous dites deux choses qui sont en contradiction. Très bien. C'est clair ce que vous êtes en train de dire, Gamel. C'est très clair. Gamel, parce qu'on est dépassé, on a dépassé le temps de l'émission. 10 secondes, Nazim Taleb. Il faut revenir aussi sur la question, par exemple, des fonctionnaires consulaire. La situation, il est en prison. Est-ce que peut-être Nazim Taleb a fait allusion à ça aussi, très rapidement? Non, je n'ai pas fait allusion à ça. C'est encore une fois, c'est des États, ils s'échangent des informations et ça n'a jamais été nié ni par la partie algérienne ni par la partie française et européenne en général. Les Algériens ont toujours fait le sale boulot pour les services étrangers et quand monsieur dit non, on ne connaît pas en géostratégie. Ben, excusez-moi, Reza, quand vous dites que... Ah oui, non, mais on compte sur vous encore une fois pour nous l'apprendre, la géostratégie. Mais par contre... On va revenir sur ce dossier. Je sais que... Le n'a pas arrêté à Gaza, et au contraire, les bombardements continuent, Mais je suis très au courant. Mais bien sûr, on compte bien sur vous. Merci. On va rester dans le sujet de... On va rester dans le sujet de l'Algérie. On va revenir sur cette question. Merci à mes invités. Donc, je remercie Gamal Abina, analyste politique. Merci à vous. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.